Bon après-midi tout le monde. Merci aux courageux qui sont restés. Ce panel sera sans filtre, précis, et on va essayer d'être court, efficace. On veut parler santé mentale et l'IA. On va parler beaucoup d'auto-soins. Ce matin, on disait que la prévention en santé, ce n'était pas encore dans les mœurs. C'est faux. Le gouvernement va faire des belles annonces à ce niveau-là dans les prochaines semaines. La technologie risque d'aider évidemment l'accès aux soins. Donc, on parle aujourd'hui d'outils qui personnalisent l'expérience de soins en santé mentale, des applications, des outils web, de l'auto-soin, de l'autogestion ou même dans le diagnostic et autres. On va essayer de démystifier, oui, il y a dans ce secteur, mais on va aussi élargir aux risques, aux opportunités dans ce secteur-là. Je suis Michael Cardinal, pharmacien de formation et président-directeur général de Therapix. On est une entreprise qui est à l'interface entre les solutions numériques et le système de santé par l'évaluation et la distribution de ces solutions-là. Mais, de façon plus importante, c'est nos panélistes qui doivent parler aujourd'hui. Et comment on va introduire le panel, en fait, c'est qu'on va les permettre de se présenter. Puis je leur ai demandé de présenter leur motivation sur l'IA en lien avec les troubles mentaux, de même que leur solution numérique, le tout le plus court possible en mode elevator pitch. Allez-y, on va commencer avec toi, Michel. Bon, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Sinon, on zappe, là, on est comme aux Oscars, là, c'est ça? Ben, si tu zappes, il faut que tu quittes le panel, en fait. OK. Alors, Michel Chioni de InPower, aussi connu sous le nom de Amélioration de soins InPower. On est dans le domaine de la santé mieux-être organisationnelle. On est dans du KPI, on mesure et analyse les facteurs de risque psychosociaux, ainsi que tous les indicateurs de bien-être d'un individu. Et aujourd'hui, plus précisément, on va parler de notre outil d'une application mobile qui est de l'autogestion, donc pour permettre les gens de rentrer dans un processus de métacognition pour apprendre à augmenter la littératie en santé, si on veut. Là. Donc, et la santé globale, physique, mentale et sociale. Merci, Michel. Puis dis-moi, qu'est-ce qui t'a motivé à travailler dans le secteur des troubles mentaux? Oh mon gars, mes actionnaires aussi me demandent ça. Non, mais on parle souvent, moi je suis quelqu'un qui vient du domaine du TI, du numérique, et on parle tout le temps de la littératie, augmenter la littératie du numérique. Moi, je pense qu'on a un gros problème de société, puis pas juste au Québec, d'augmenter la littératie en santé. Puis c'est le fameux « être toi-même ». Le système craque de partout. J'étais là ce matin encore dans le système, j'en fais partie en tant que patient. C'est vraiment une volonté d'essayer d'apporter du bien à l'humain. Il y a une mission au-dessus d'InPower qui est très personnelle, mais qui est devenue, qui s'est prolongée là, dans toute l'équipe, c'est d'aider les gens à aller mieux. Fait qu'on est dans la santé durable. Merci, Michel. Allons-y avec toi, Marc-Olivier. Bonjour tout le monde. Donc, Marc-Olivier Sugail, je suis le CEO de Myelin Solutions. Il y a tellement de choses qui me passionnent dans ce domaine. Je pourrais commencer par, je suis psychoéducateur, j'ai fait mon doctorat dans le domaine. Mais fondamentalement, je pense que tout ça vient du fait que, simplement comme plus ou moins tout le monde, je suis concerné par la santé mentale. Les gens proches autour de moi ont été concernés par la santé mentale. Et ce qui m'obsède, c'est comment est-ce qu'on peut donner les meilleurs traitements, les meilleures interventions à chacun. Il n'y a rien de pire pour moi que de me dire qu'il y a un chercheur qui a trouvé une solution à un problème quelque part et qu'il y a un patient qui a ce problème et que juste parce que les deux n'ont pas suffisamment communiqué ou qu'on n'a pas réussi à faire circuler l'information, il y a des gens qui vont souffrir inutilement. Et la souffrance inutile, ça m'horripile au pire point. Du coup, il y a une solution, assez logiquement, ce qui nous intéresse, c'est un peu l'intersection entre le evidence-based practice, je suis un chercheur, j'adore la recherche, mais aussi tout ce qui est service individualisé, parce que évidemment, quand tu connais un patient, tu connais un patient. Dans le domaine de la santé mentale, toutes les situations sont uniques, et surtout, comment est-ce qu'on fait en sorte que les choses soient appliquées sur le terrain. Parce que c'est bien joli d'avoir quelque chose d'evidence-based practice et qui soit super pertinent pour cette personne. Si elle ne l'utilise pas, on vient tout de perdre notre temps. Donc, on fait autant ça par de l'accompagnement, mais on a aussi développé des solutions comme une plateforme pour trouver des interventions, partager des interventions et voir qu'est-ce qui a la plus grande probabilité de marcher. Et une autre application qui est beaucoup plus pour faire des suivis, appliquer tout l'écosystème et vérifier si l'application, l'intervention superbe qu'on avait imaginée, marche pour de vrai. Fun fact, pas toujours. Donc, si je comprends bien, Marc-Olivier, le professionnel de la santé recommande une intervention, mais aussi après monitore l'efficacité de l'intervention pour après ça que votre algorithme soit capable de savoir lesquelles interventions fonctionnent chez quel patient. Exactement. Puis il y a une dimension plus et aussi justement qu'en tant qu'organisation, tu peux faire ce que tu veux. Beaucoup d'interventions dans le domaine de la santé mentale viennent du terrain.
Donc, c'est aussi cette idée de faire remonter les connaissances, de se dire, ben, moi, j'ai développé cette intervention pour cette personne. Du coup, d'autres personnes, que ce soit dans ton organisation ou au niveau du Québec, l'utilisent, donnent des feedbacks, et on arrive petit à petit à se situer en disant, Carl, il existe ces interventions qui sont intéressantes, qui sont prometteuses. Qu'est-ce qui a le plus de chances de marcher? Excellent. Merci beaucoup. Simon, à ton tour. Oui, donc bonjour, moi c'est Simon Chapdelaine, CEO de Phonia et orthophoniste. Comme orthophoniste, on fait partie d'un groupe select de professionnels de la santé qui passons énormément de temps dans nos dossiers à analyser des données, à retranscrire des corpus, à analyser ces corpus-là pour prendre des décisions, puis ensuite agir. C'est le problème qui me passionne. C'est niaiseux de dire que c'est le problème qui me passionne, mais effectivement, comment est-ce que l'intelligence artificielle, la reconnaissance vocale peut venir pallier à ce problème-là? C'est ce que Phonia a développé. Donc, Phonia a développé un modèle de reconnaissance vocale spécifique à la pratique de l'orthophonie qui permet justement d'extraire ce que la personne dit pour ensuite l'analyser, l'interpréter et faciliter la prise de décision et éventuellement l'auto-soin et la prise en charge à distance. En gros, c'est ce que Phonia a fait. Ce qui m'interpelle le plus dans la santé mentale, c'est les outcomes en participation sociale et sur les risques de santé mentale à long terme. Donc, notre première cible, c'est les troubles d'apprentissage de la lecture. Si on identifie un trouble d'apprentissage de la lecture le plus tôt possible, on peut avoir un impact à long terme sur toute la vie de l'individu. Et c'est ce qui nous passionne chez Phonia, d'agir le plus tôt possible. Merci, Simon, c'est super inspirant. Et Lokman, on termine avec toi, le dernier non le moins. Bonjour à tous, c'est Lokman Zerek, développeur IA apprentissage machine chez Cogni. Diplômé en master en intelligence artificielle et multimédia de l'Algérie. Et je termine bientôt ma maîtrise en génie des technologies de l'information à l'ETS. Alors, Cogni propose des solutions thérapeutiques de santé mentale liées aux 8 dimensions de bien-être qui sont bien adaptées aux besoins spécifiques de chaque patient. Ces solutions sont offertes via des parcours d'auto-soins avec des vidéos avatars ou des modules. Sinon, au besoin, il y a des interventions plus spécialisées, soit des sessions individuelles ou de groupe, et qui sont supportés avec des outils de l'IA qui aident à la décision principalement et qui aident aussi à minimiser les tâches administratives. Merci, Lokman. Merci. Et donc, là, présentement, on a plein de belles solutions. Puis sachez qu'avec notre petit robot ce matin, on a identifié qu'il y avait 12 000 applications en santé mentale disponibles sur l'App Store et le Google Play. 12 000. Pourtant, quand on va voir notre professionnel de la santé, quand on va voir nos intervenants, on n'en entend pas parler. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que les solutions de santé mentale qui permettent la personnalisation de soins, qui permettent l'aide à la décision et tout, ne sont pas plus déployées, que ce soit dans le milieu des employeurs organisationnels dans la santé? Commençons avec toi, Michel. Oh mon Dieu, c'est... dans notre domaine, nous, c'est surtout au niveau de l'engagement, parce que tu l'as dit tantôt, il faut que les gens s'engagent. Si on veut ramasser de la donnée et aider les gens à se prendre en main, il faut d'abord que les gens s'engagent. Ça veut dire quoi s'engager? Ça veut dire télécharger l'application, créer son profil et l'utiliser assez régulièrement. Dans notre cas, une fois par mois, c'est correct. Parce que l'application, ce qu'elle fait au niveau métacognition, c'est qu'elle mesure l'état de bien-être de l'individu. C'est un algorithme qui a été validé scientifiquement. On mesure vraiment l'état de bien-être d'une personne en 2 minutes et demie. 30 aspects de vie physique, mentale, sociale. Ça détecte certaines perturbations. Les gens peuvent se mettre dans l'action, donc dire, OK, oui, effectivement, j'ai des problèmes de sommeil, là, je le mets facile. Là. Donc, je devrais faire tel truc. On propose des plans, puis après ça, il peut être référé aussi à des ressources d'aide par rapport à sa perturbation. L'idée, éventuellement, c'est que les plans d'action qui sont proposés, que ce soit des plans SMART qu'on appelle, où c'est vraiment personnalisé à l'individu selon son contexte. Et ça, c'est le plus gros problème, c'est d'aller chercher le contexte et la personnalisation de l'individu. Parce que ça veut dire qu'il faut lui poser plein de questions. Et là, quand tu es sur une app mobile, ça prend une demi-heure à répondre à des questions, tu les perds toutes. Fait qu'il y a toujours ce challenge-là. Puis au niveau de l'organisation, en tout cas, surtout après pandémie, ils ont mis beaucoup d'investissements sur du contenu. Mais là, quand tu arrives avec des outils d'aide, là, ils sont comme un peu mêlés. Là. Ils ont de la difficulté. C'est pas la validation scientifique ou quoi que ce soit qui serait un frein. C'est vraiment dire, est-ce que les gens vont l'utiliser? Ils ont une incompréhension aussi.
Donc, OK, tu mesures le bien-être, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais c'est ça l'idée, c'est qu'avec les indicateurs, c'est de pouvoir créer des plans d'action ou créer autant pour l'organisation. C'est le plus gros frein que je dirais pour le moment, pour nous. Comment vous arrivez à surmonter ce problème-là, justement, de balance, puis c'est de même, je le comprends un petit peu ce que tu dis, Michel, balance entre la donnée qu'on va chercher de l'utilisateur pour la personnalisation, peut-être sans avoir l'air trop Big Brother aussi, hein? On a toute cette crainte-là. Donc, comment est-ce que vous jaugez dans cette balance-là, puis ce problème-là? Écoute, le niveau éthique, sincèrement, à date, nous, on ne le voit pas. C'est sûr qu'il faut s'en occuper, on s'entend. Et ça, c'est l'autre problématique, parce que quand tu veux développer des algorithmes, commencer à créer des patterns pour dire, mais quand tu as tel genre de variation de bien-être dans le temps avec quel type de personne, ben voici des suggestions d'actions qui sont efficaces. Mais ça veut dire qu'il faut que tu ramasses des données, tu ramasses des données et que tu les gardes. Mais nous, dans notre cas, au niveau de l'éthique, on dit, regarde, les données t'appartiennent à toi. Et si jamais, même en tant qu'employé, tu te dis, regarde, moi, je débarque d'InPower, on efface les données. Fait que là, on a un petit dilemme, OK, bien là, si on efface les données, est-ce qu'on va effacer juste les données qui ont permis à créer des modèles en IA? Mais là, c'est pas... On n'y arrivera jamais si on fait ça. Ça, il y a un petit problème actuellement, comment gérer ce volet-là. Mais c'est... En ce moment, nous, on est en prévention et en promotion de la santé, on n'est pas dans l'intervention. C'est pour aider les gens à... C'est les 4 couleurs, là. On dit toujours qu'il y a à peu près 20 de la population qui est dans la zone rouge, qui ont vraiment des problèmes qui doivent être accompagnés. La zone verte, eux autres, n'ont pas besoin de rien. Puis nous, on tente les deux, 60 de la population, jaune et orange, qu'on veut qu'ils restent dans le vert. Mais c'est difficile. On est beaucoup dans l'éducation, carrément, de l'autogestion. Pas l'auto-soin, pas l'intervention. Parce qu'on n'est pas là pour dire arrête de fumer, mange pas du McDo. Tout le monde le sait, ça. Mais qu'est-ce qui fait que tu t'auto-détermines, automotives et t'auto-gères finalement et que tu commences à changer tes propres paradigmes? Donc, si je comprends bien, vraiment éduquer l'utilisateur aux raisons pourquoi vous colligez ces données-là pour la personnalisation est un défi, puis aussi tout l'enjeu de gouvernance des données. Et je trouve ça intéressant que tu abordes ce sujet-là, parce que je sais qu'en préparation de panel, on avait fait une petite prédiction, puis Simon, tu avais été assez vocal sur un enjeu que tu avais vécu chez Phonia. Peut-être que tu pourrais partager ça avec le reste de la gang. Oui, bien peut-être pour recontextualiser le tout, effectivement, on a développé une reconnaissance vocale spécifique pour l'orthophonie. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Être capable de capter les sons de la parole pour des enfants, pour des adultes, pour des personnes vieillissantes. Fait qu'être capable d'aller à la plus simple unité, non pas prédire un mot, mais bien prédire la plus simple unité, puis être capable ensuite de mettre des couches de traitement sur ces données-là. Le plus grand défi qu'on a, c'est qu'on est dans une parole qu'on n'a pas de set de données. Il n'y avait pas de set de données dans ce qu'on faisait, fait qu'il a fallu commencer par générer la nôtre nous-mêmes. On a été chanceux, on avait déjà un certificat d'éthique au départ qui, lui, tombait à échéance. Ça nous a pris 9 mois. Après ça, réactiver un deuxième certificat d'éthique qu'on vient juste qu'on a eu au mois de juillet, puis qu'on se lance en collecte de données massive. Fait que je fais un appel à tous. S'il y en a qui connaissent des enfants de 6 à 17 ans qui veulent partager leurs paroles pour aider le développement de cette technologie-là, pour aider les orthophonistes, bien, contactez-moi. Ce qui nous a permis d'y arriver en gouvernance des données, justement, c'est de travailler en collaboration avec des professeurs, avec des centres de recherche, avec des clusters, des regroupements de recherche pour, justement, s'approprier le processus de certification éthique. Dans nos échanges qu'on avait avec le comité, on se rendait compte que finalement, ils ne savaient pas c'était quelle bébite, ça, la loi 25, les certifications nécessaires. Donc, il a fallu faire de l'enseignement au comité d'éthique pour, après ça, être capable de retourner en arrière et dire, bien, voici ce qui est correct. Puis, finalement, le comité d'éthique a dit, ah ben oui, on l'approuve. Donc, ça a pris 9 mois, tout ça. Puis, oui, c'est un défi, la collecte de données. On est avec des populations vulnérables, santé mentale, pédiatrie. On s'entend que c'est pas mal dans ce qu'il y a de plus vulnérable sur la planète, là, en termes d'humains. Il y a d'autres choses qui sont plus vulnérables par ailleurs, mais c'est pas mal ça. Donc, si je comprends bien, on a beaucoup à faire de ta perspective au niveau, sur le plan de la recherche et de la validation scientifique, à comprendre les cadres en place puis le lien entre l'IA et les cadres. Exactement, les liens entre
l'IA, l'éthique, la recherche. On est chanceux de développer justement au Québec avec un écosystème de recherche publique. Hein. Ça a été nommé à plusieurs occasions ce matin. On a un des meilleurs écosystèmes de recherche publique au monde, surtout en intelligence artificielle. C'est le temps justement de faire ce transfert, cette translation-là vers l'industrie pour des solutions d'avenir comme Myelin, comme InPower, comme Cogni4Health, comme Therapix et tous vos collaborateurs. Ouais, merci Simon pour la plug. Donc, ça m'amène un peu à un autre sujet, puis je pense que Michel t'a un peu mis en bouche un peu le problème d'engagement, mais à la base, j'ai l'impression qu'on ne parle pas assez du phénomène de tech push dans le système de santé. Est-ce que, Marc-Olivier, tu aurais une façon de vulgariser ce concept-là? Et comment, chez Myelin, vous arrivez à éviter de faire du tech push? Non, mais c'est une excellente question. Tu disais, il y a 12 000 applications, puis honnêtement, je le disais avant, c'est ce qui m'obsède, c'est comment est-ce qu'on fait quelque chose qui soit utile? Parce que si les gens ne l'utilisent pas, on est tous en train de perdre notre temps ici. Puis c'était une des choses que je me demandais, quand tu vois 12 000 applications, puis nous, on en crée une, puis on était comme, yeah, on a passé de 12 000 à 12 001. On a eu un gros impact. Mais il faut être honnête, nous, on a créé notre première application en autisme, puis on était super fiers, première application qui amenait de l'information, des données basées sur les données probantes, youpi-dou. Puis la première chose qu'on nous a dit, avec beaucoup de tact, était, super, je vais jamais utiliser ça. C'était comme, OK. Pourquoi? Ça me fait le même feeling que quand Windows me dit « Est-ce que vous recommanderiez un système d'iOS à vos amis? » Puis t'es comme « Non, on parle pas de ça dans notre vie. » Il n'y a pas un moment où je me réveille, je me dis « Ouh, je vais aller fouiller dans les 12 000 applications si ça existe. » Et je pense que c'est un peu ça le problème, c'est qu'il faut vraiment qu'on reparte du point de vue de l'utilisateur. L'utilisateur, il n'arrive pas dans un moment où c'est un espèce de vide, puis il y a des applications, puis il doit choisir. Il y a une expérience. Il arrive, il va être dans une organisation, il va être avec des gens, il y a d'autres services qui sont donnés, puis la question, c'est comment est-ce qu'on s'intègre là-dedans. Puis c'est pour ça que nous, d'un côté, il y a vraiment tout un service qu'on a développé. Puis au début, on voulait tout faire sauf de la consultation. On fait beaucoup de consultations parce que l'une des choses qu'on a remarqué, c'est qu'on doit revenir avec les organisations pour dire, OK, avant même de voir si vous voulez utiliser des guias, des apps, des choses comme ça. Nous, on est persuadés qu'il y a des places pour ça. Mais c'est quoi l'expérience de vos patients? Quand il vient, il se passe quoi? Comment et quelles sont les différentes choses qui vont lui être données? Est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est une interface qui va lui plaire? Et évidemment, l'interface, rendre ça beau, rendre ça joli, c'est toute une dimension, mais plus que ça. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que quand il va repartir, il va se sentir en confiance de pouvoir l'utiliser chez lui? Et nous, pour répondre, il y a évidemment tout cet aspect accompagnement, parce que on refuse d'être une app inutile et de faire partie du problème, entre guillemets. Donc, on veut beaucoup accompagner toutes les organisations qui nous utilisent ou même qui ne nous utilisent pas. Mais de l'autre côté, on a aussi beaucoup travaillé sur tout cet aspect expérience utilisateur. Comment faire pour que tes interfaces puissent être adaptées à la personne? Comment faire pour simplifier? En logistique, on parle des fois du problème du dernier kilomètre. Comment est-ce qu'on arrive que la personne va faire comme « Ah, c'est cool! Et je vais l'utiliser. » Et pour moi, c'est vraiment toute cette réflexion qu'il faut faire. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a souvent cette idée justement de « faut de la tech ». Oui, sûrement. Mais comment? Pourquoi? Dans quelle situation? Et pour moi, c'est vraiment tout cet aspect qui est là. Et si vous avez des défis dans des organisations, parlez-nous-en. Comme vous voyez, ça me passionne. Et je vais juste me permettre de rajouter aussi quelque chose sur le fonctionnement même de l'innovation. C'est qu'il y a une sorte de paradoxe. Comme je dis, on veut être accessible pour le patient. Donc, il y a toute une dimension, on veut faire du bon travail. OK, on fait des recherches. Ça ne veut pas dire qu'on est plus visible. Pour être plus visible, malheureusement, il faut du UX, il faut de la communication, il faut du temps pour démarcher les organisations. Et il y a une sorte de paradoxe, justement, entre, d'un côté, on doit s'adapter à des situations uniques et offrir un bon service. D'un autre côté, on doit quand même réussir à motiver des bailleurs de fonds, des systèmes de recherche qui vont se faire sur 4 ans ou sur des choses comme ça, qui, eux, demandent quelque chose de plus standardisé. Et c'est un défi, je pense qu'on est tous en train de naviguer là-dedans. Ça fait du sens, Marc-Olivier, parce que je suis certain que vos applications n'ont pas 140 000 révisions achetées comme des fournisseurs américains peuvent faire sur l'App Store, donc finissent très bas dans le classement, si je comprends bien. Yep. Bien, super, Marc-Olivier, puis ça me permet de faire du pouce sur un élément, puis après ça, passer le ballon à Lockman. Je
pense que tu as touché beaucoup la notion de accompagner l'utilisateur, puis potentiellement par des approches humaines aussi qui sont autour de l'IA. On a souvent tendance, je pense, à avoir un biais quand on pense à l'IA en santé mentale, notamment que l'IA fonctionne tout seul. En réalité, des entreprises en santé numérique finissent souvent par faire faillite parce qu'ils n'ont pas assez investi de temps en customer success, c'est-à-dire déploiement, implantation, travailler avec les milieux de soins pour recommander leurs solutions pour bien l'intégrer. Et donc, on touche à l'enjeu de la gestion du changement quand même, qui est un peu transversal à tous vos commentaires. Je ne sais pas, toi, Lockman, de ton côté, il est une solution justement en auto-soin. Tu parlais que vous aidez à ce que des thérapies de groupe puissent revaloriser les données pour transférer ça dans des plans de soins d'auto-soins personnalisés. Comment travaillez-vous la gestion du changement dans les milieux de soins où vous déployez? Oui, certainement. La gestion du changement est quelque chose de très important pour les utilisateurs, considérant qu'ils ne sont pas trop habitués avec les thérapies virtuelles. Donc, chez Cogni, on a pensé d'intégrer des nouveaux environnements virtuels avec la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, tout en fournissant la formation et l'information nécessaires pour soit le patient ou le professionnel, et en fournissant aussi l'accompagnement nécessaire, en utilisant des outils aussi de l'IA qui permettent de faire le suivi, le reporting pour mieux spécialiser et mieux adapter le traitement pour les utilisateurs et pour le patient, et pour fournir également des rapports qui seront très utiles pour les professionnels. C'est une intervention spécialisée et nécessaire aux besoins. Super. Puis peut-être en rebond, parce que là, on parle un peu du rôle du clinicien, du rôle du patient. En revanche, moi, comme pharmacien, j'ai très peu de temps dans ma journée de travail. Les autres pharmaciens, on lève la main. Hein, on est beaucoup dans la salle. Bon, quelques-uns qui ont quitté. Hein, on est très, très occupés. Donc, il faut arriver à ce que le patient, puis je suis certain en santé mentale, c'est la même chose, puisse s'autonomiser, puis le plus possible, peut-être remplir certaines tâches, puis revaloriser le savoir expérientiel, un peu comme tu disais, Marc-Olivier, des patients. Comment est-ce que vous trouvez dans vos solutions la balance entre le rôle du patient autonome puis le rôle du clinicien, particulièrement dans la logique santé mentale, qui est quand même un sujet, je pense, assez... il y a de l'humain, mais en même temps, il y a du psychologique, donc l'IA peut personnaliser les interventions puis rendre les interventions plus acceptables. Comment trouvez-vous cette balance-là? Michel, j'ai envie de commencer avec toi. Oh my God. Si on avait la recette, je pense qu'on serait tous sur un bateau dans les Caraïbes. C'est tellement complexe. Il y a plein d'effets paradoxaux. Je vais faire une petite auto-promo. InPower, il y a quelques années, on est dans la section Health and Fitness d'Apple qui avait 226 000 différentes applications. 352 000 aujourd'hui. Bon, mais à l'époque, dans la première année, on était 52e meilleur en France, puis 72e au Canada quand même. C'était sur les algorithmes d'Apple. Ça fait que, bon, autopromotion terminée. Non, ce qu'on voit, nous autres, c'est peut-être la même chose pour vous autres. Il y a beaucoup d'intérêt, en tout cas au Québec, par les chercheurs. On est rendu à notre 5e projet de recherche. Il y en a 2 en cours actuellement. Les chercheurs, on est référencé dans le cours Intelligence émotionnelle des HEC. On dirait qu'il y a comme une frange en haut qui embrasse plus qu'est-ce qu'on est en train de développer ou d'essayer de développer. Là, c'est de redescendre ça en bas. Et nous, quand on a validé, entre autres, l'outil de mesure de bien-être, on avait 25 000 utilisateurs. Au début, on était B2C, on n'était pas du tout dans la santé organisationnelle. Puis après ça, on a fait un changement vers les organisations. On avait 25 000 users et c'était parti des 1000 derniers qui étaient les plus récents pour pouvoir faire la validation. Mais ce qu'on s'apercevait, c'est des early adapters. Qu'on dit, c'est des gens qui ont à cœur de faire quelque chose et ils sont à la recherche de... Puis le paradoxe là-dedans, c'est que souvent, c'est que s'il y a des trucs qui t'affectent dans ta vie puis tu es rendu trop loin, tu ne commenceras pas à chercher. Puis je ne sais pas qui l'a dit, tu n'iras pas sur les stores, ouais, y a-tu quelque chose pour m'aider? Il est trop tard. Fait que là, il faut que ça vienne, la référence, il faut qu'elle vienne de quelqu'un. Fait que nous, le pari qu'on a pris, mais c'est plus long, donc plus coûteux dans le temps, c'est d'aller chercher l'approbation des chercheurs, des employeurs, de l'écosystème. On s'en tire bien maintenant, mais ça rallonge
l'aspect mise en marché, etc. Parce que là, on veut le descendre. Là. Fait que c'est difficile. C'est un pas à la fois, là, vraiment, là, parce qu'on ne change pas les paradigmes. Puis, aller dans l'auto-soin et l'autogestion, là, pour 20 ans, là, ça ne changera pas comme ça. Là. Fait que ça prend des efforts marketing. Je pense que tu parlais de ça, communication. Il faut le communiquer, marketing. Mais tu parlais des stores là, aux États-Unis. Là, quand tu es dans le grand public, les Headspace puis toutes ces applications-là, là, c'est au-dessus de 500 000 US par mois en pub. Là. Fait que, il n'y a pas de compagnie au Québec qui est capable d'aller chercher ces fonds-là pour pouvoir... Pourtant, Empower, tu étais dans le divertissement avant. Tu es capable d'aller chercher du financement, voyons. Oui. C'est une Pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là. Exact. Mais justement, j'ai l'impression ça me donne l'envie un peu de parler justement de financement, pas pour scooper l'autre panel tantôt, mais plutôt pour l'ancrer sur vos défis que vous avez. Que ça te dérange quand même que je réponde juste à la question d'avant, parce que c'est comme mon dada. Je ne veux pas te casser ton animation. Je peux me faire réinviter. C'est exactement ce que tu fais, mais vas-y parce que t'es trop brillant. Quand tu as dit sans filtre. Et sans filtre, on y va. Parce que j'aime, tu disais comment est-ce que vous avez trouvé la réponse pour que les gens puissent autonomiser leurs patients. Comment est-ce que vous trouvez l'équipe? Puis je peux te dire avec confiance et certitude qu'après 7 ans de recherche acharnée, on ne l'a pas trouvé. Et j'en suis convaincu, mais parce que je pense que la réponse n'est pas forcément là. Notre logique, de plus en plus, c'est de dire, regarde, on essaye de créer une application, on va trouver nous-mêmes le bon niveau d'autonomie, puis le bon niveau de choses. C'est faux. Comme je disais, chaque situation est unique. Donc nous, notre paradigme est devenu de plus en plus de dire, regarde, il faut qu'on ait une application qui soit adaptable. Donc que le clinicien, ou même le patient, si on est rendu là, puisse choisir le niveau d'autonomie pour qu'il puisse dire, écoute, cette personne, je veux qu'elle ait accès à ça, 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 mais pas encore à ça. Et ça, je veux qu'elle y ait accès de cette façon, que c'est comme ça qu'elle va le comprendre. Et en plus, tu as le défi dont tu parlais avant, de dire que les cliniciens sont surchargés, hein, mais vraiment. Donc, non seulement il faut que ce soit, on va dire, adaptable, mais en plus, il faut le faire d'une façon qui soit facile à faire, parce que tu ne peux pas perdre 3 heures pour te dire, pour ce patient, je vais changer cette couleur. Non. Donc, il y a vraiment cette dimension de comment est-ce qu'on peut créer des systèmes qui, déjà, s'interfacent, mais qui aussi, justement, ont cette capacité de flexibilité pour pouvoir répondre. Et une fois de plus, là, je fais un lien avec le financement dont tu parlais. Moi, personnellement, c'est un de mes grands défis parce que, d'un côté, on veut pouvoir donner cette flexibilité-là. D'un autre côté, tu veux aller chercher du financement, faire par exemple une ronde de financement. Puis ils sont comme, c'est quoi vos métriques? Combien de milliers d'utilisateurs vous avez eu? Avec quelle interface exactement? Est-ce que vous pouvez me prouver que ça va marcher avec 10 000 autres utilisateurs à tant de dollars? J'étais comme, mais je comprends ta logique là, mais que ça s'applique exactement de notre façon. Puis je trouve qu'on est dans un écosystème intéressant. Il y a de plus en plus de fonctions qui touchent à des dimensions d'impact. Moi, je crois beaucoup à cette notion d'impact. Je pense maintenant qu'il faut qu'on trouve des façons pour justement réussir à passer cette espèce de gap immense qui existe entre on a fait nos preuves, on a fait des recherches et on est prêt à pouvoir, justement, ce que tu disais, s'étendre à vraiment un grand marché. Il y a une partie intermédiaire où je dois reconnaître qu'au Québec, on a de la difficulté. Ah ouais. Et il n'y en a pas. Donc, selon toi, Marc-Olivier, puis Simon, je vois que tu veux réagir. Au Québec, il manque de financement pour aller chercher de la validation scientifique. Ta partie entre, disons, tes projets entre 25 et 100 000 $, pour moi, je trouve que c'est une partie difficile. Et puis, on parlait d'Headspace tantôt. Ils ont fait un projet de 350 000 $ pour valider la couleur de leur background, pour confirmer que le orange était plus efficace pour la méditation que le bleu. Puis, ils ont 22 papiers de validation scientifique, justement. Donc, bref, ça prend de l'argent pour valider une solution, mais là, valider une solution, on ne peut pas sans user. Donc, c'est un paradoxe. Simon, j'avais l'impression que tu voulais... réagir là-dessus. D'abord, je voulais peut-être revenir sur la portion autonomisation puis empowerment en auto-soin. Nous, la perspective que Phonia a prise, puis c'est loin d'être la vérité, parce que la vérité, selon moi, elle est multifactorielle, elle est multivariée, un peu comme ce qui a été présenté par Marc-Olivier puis par Michel. Nous, la perspective qu'on a prise, c'est si on empower le clinicien, on est capable, par la bande, d'empower son client. Donc, c'est pour ça que Phonia se positionne comme une offre experte pour l'expert. En ce sens qu'on transige avec le client par l'entremise de la relation thérapeutique. Donc, c'est le professionnel qui maintient l'autonomisation de son client. On vient faciliter sa vie au quotidien pour qu'il puisse justement se concentrer sur son savoir,
être auprès de cette personne-là. Oui, c'est une relation privilégiée. Empower, c'est un peu différent parce qu'on est dans la santé organisationnelle directement avec le monitoring. Je pense que Myélène, c'est un peu dans le même type que ce qu'on fait. Puis sinon, si on revient plus à la question concernant les défis de financement, je rêve au jour où le Québec pourra se doter d'une politique d'acquisition d'innovation québécoise. Si, juste un simple 1% obligatoirement réinvesti dans une acquisition de nouvelles technologies innovantes produites et de propriété québécoise, je pense qu'il y aura un assez grand terrain de jeu pour tous les innovateurs ici présents et non présents, parce qu'il y en a plein d'autres innovateurs qui ont des idées de génie dans tous les domaines, que ce soit pour l'éducation, la santé, services publics, génie civil, tout domaine confondu, un simple pourcent, je crois qu'on réglerait le problème de financement au moment de la commercialisation. Des entités, donc selon toi, il y a par exemple, je vois des gens de MedTech Plus dans la salle, il y a d'autres entités aussi qui peuvent financer. Selon toi, c'est insuffisant? C'est quoi qui manque? Qu'est-ce qu'on devrait ajouter à tout ça? C'est la phase de rentrer dans le marché. Parce que, si on veut avoir des innovations qui fonctionnent et qui sont capables de monter à l'échelle à l'international, une preuve dans son... Puis on en a parlé ce matin, Frédéric Lemaire en a parlé. S'il n'avait pas vendu au Québec, il n'aurait pas été capable d'aller vendre à l'international. La preuve commerciale doit être faite dans ton incubateur. Ici, le Québec est moi, je perçois le Québec comme un incubateur. Les Américains vont te demander, t'as-tu vendu chez vous? Si t'as pas vendu chez vous, va-t'en. C'est un peu ça. Fait que cette facilitation budgétaire-là, de dire qu'il y a 1% d'acquisition absolument nécessaire au Québec pour des technologies à propriété québécoise, pour faciliter l'attraction vers une mise à l'échelle, pour cette phase pour cet entre-deux, parce que d'un coup, tu as une traction, il y a du financement. Avant l'attraction, il y a du financement. C'est l'entre-deux qui manque. Super. Je sais que Michel, tu vas intervenir, mais Lockman, je sais que commercialisé aux États-Unis aussi, as-tu des comparaisons à faire entre le marché américain et canadien en termes d'accès au marché, là, pour faire du pouce sur ce que Simon dit, spécifiquement en santé mentale? Là, je pense cette question-là, Emmanuela, la CE, elle veut mieux répondre que moi. Je n'en ai pas trop d'informations là-dessus. Mais on se concentre sur le Québec, bien sûr, il y a des statistiques de l'ordre des psychologues de Québec. Il y a 9,9 psychologues par 10 000 habitants. Donc, le problème était relevé au Québec ici et il est se déplacé aux États-Unis et à l'international. C'est quand même une statistique frappante. Puis on peut ajouter aussi, ceux qui ne savent pas, le tableau de bord ministériel là, est disponible en ligne. Vous allez tableau de bord M3S. Amusez-vous à aller voir l'onglet santé mentale pour aller voir les délais. En fait, le nombre de patients hors délai d'accès à des services de santé mentale. Vous allez tomber en bas de vos chaises, je vous promets. Michel, tu voulais intervenir tantôt? Oui, parenthèse sur le financement. Le problème du IA en santé, là, on parle de trois choses, la commercialisation, l'IA, la santé. Il y a comme trois chaises, puis en ce moment, nos structures de financement, entre autres gouvernementales, il n'y a rien qui lie les deux. C'est surtout le MEI qui s'est approprié le financement en développement IA, mais aussitôt que tu leur dis que c'est dans le domaine de la santé, c'est comme, oh, OK, là, t'es peu, c'est fragile, va voir la gang de la santé. Fait, tu vas au ministère de la Santé, ils disent, ouais, mais là, puis là, on a besoin de commercialisation. Ouais, mais on n'est pas dans la commercialisation, on est plus dans la recherche vraiment comme telle sur la santé. Il n'y a pas de vrai pont de maillage entre les deux. À mon avis, c'est le problème dans le domaine de la santé et du IA. Mais il y a des rapprochements. Je fais partie de plusieurs think tanks, donc entre autres avec l'Association de la santé publique du Québec. Et il y a des gros mouvements qui sont en train de se faire. Les ministères se parlent, c'est bizarre de dire ça de même, là. Mais il commence à y avoir des idées de développer des maillages au niveau du financement pour que... parce que MEI, oui, c'est commercialisation, puis ils veulent que tu exportes, que tu vas faire des embauches à 75 000 au 6 mois. Là. Mais puis la santé, c'est pas ça. Mais là, ils sont en train de se parler. Fait que peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans, ça va être long, mais il est là le problème. Tu sais, IA, avant, changer une ligne de production, on va voir ça très real-time grâce à l'IA. OK, c'est une chose, mais la santé, là,
Là, tu touches l'humain, là. On a besoin de user, d'adoption. Oui, là, tout à exact. fait. Ben, j'ai envie qu'on revienne à ce secteur-là. J'aimerais ça que vous nous parlez, on parle beaucoup de problèmes, là, parlons de solutions. Hein? J'ai l'impression que chacune de vos entreprises a un peu comme des bons entrepreneurs, trouvé des solutions au manque d'accès au marché au Québec, au manque de financement de la recherche. Vous avez tous dit que vous allez chercher des façons d'aller chercher des données de vie réelle qui sont de plus en plus des données de vie réelle acceptées par la communauté scientifique comme des données de validation scientifique. Racontez-moi une histoire chacune de votre tour de façon dont vous avez mieux validé votre solution d'IA en santé mentale grâce aux données de vie réelle. Commençons avec... Je peux y aller. Vas-y. Donc, le point de départ qu'on s'est donné chez Fonia, c'est d'abord de tomber en amour avec le problème. Yes. Je pense que trouver une solution à un problème, il faut d'abord aimer le problème, puis le comprendre à 100%. C'est ce qu'on a fait. Puis j'aurais juste tendance à dire, comme orthophoniste moi-même, j'ai étudié ma pratique, j'ai étudié mon processus clinique. Je suis allé le valider avec des chercheurs dans le domaine, avec d'autres orthophonistes qui vivaient la même chose, avant de dire, ben voici ce qu'on dessine. Puis donc, d'un coup qu'on a fait ça, ben on avait une réelle solution à proposer. Puis ça fait 2 ans et demi qu'on la travaille, cette solution-là est en vigueur présentement. On vient juste de la lancer. Fait que ça nous a pris 3 ans et demi. Sur ces 3 ans et demi-là, il y en a eu à peu près 2 sur analyser le problème, puis 2 sur produire la solution. Quand même incroyable, hein? Souvent, on fait plutôt l'inverse. Traditionnellement, on investit beaucoup dans le produit puis trouver un problème qui matche avec le produit. Ce que tu dis, il faut plutôt faire l'inverse. Qui d'autre? Ah, je peux continuer? Oui. Écoute, moi, la première idée qui m'est venue, c'est justement, l'un des outils qu'on a développé, comme je disais, c'est justement une plateforme dans laquelle on peut mettre des outils, ça qui peut venir autant de parents, d'intervenants, de chercheurs, avec cette idée que tout le monde peut donner de l'information dessus. Le chercheur, est-ce qu'il y a des recherches dessus? Les intervenants, est-ce que je l'ai utilisé? Avec qui? Les parents ou les personnes, par exemple, nous, on travaille beaucoup dans le domaine de l'autisme. Les personnes autistes peuvent dire, moi, j'ai apprécié ça, j'ai pas apprécié ça, mais c'est cette idée de trianguler des données. Et on était un peu arrivé à un stade où on était comme, mon Dieu, à qui est-ce qu'on parle? Parce qu'on utilise plein de données différentes. Est-ce qu'on va chercher des subventions de recherche? Est-ce qu'au contraire, on va parler plus justement au niveau de l'innovation sociale? Et finalement, nous, ce qui nous a sauvés dans cette situation, c'était l'arrivée du COVID. Parce que tout d'un coup, on avait plein de personnes qui étaient comme, moi, j'ai un enfant autiste qui allait à l'école tous les jours. Et là, tout d'un coup, il est coincé chez lui. Il ne voit plus les visages des gens. Et qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, on s'est dit, écoute, on va essayer de soutenir la communauté. Donc, on a créé un portail Autisme et COVID. Et les gens ont tellement participé dessus qu'en peine, je pense, 2-3 semaines, on était la plus grande base de données francophone sur justement outils d'intervention en autisme en lien avec le COVID. Et pour moi, c'est un superbe exemple de ce qui peut être fait. Parce que du coup, on a pu aller voir des organismes gouvernementaux en disant, regardez, on a plus de données sur ce qui se passe sur le terrain que vos ministères ont actuellement. Enfin, tout d'un coup, tu peux arriver pour dire, OK, est-ce qu'on peut continuer de développer ça? C'est ce qui nous a permis de développer aussi après un portail plus en autisme et au milieu scolaire. En se disant, tous les intervenants et tous les enseignants créent des choses. Est-ce qu'on peut mettre tout ça en commun? Puis maintenant, on a lancé cette année justement le portail Autisme Québec. L'idée, c'est toujours de se dire, comment est-ce qu'on peut faire grandir ça? Mais pour moi, c'est un superbe exemple de voir que on part toujours de cette idée de, faut motiver les gens, faut les pousser. Non, beaucoup de gens sont intrinsèquement motivés à aller mieux et que les gens autour d'eux aillent mieux. Il y a plein de possibilités de projets. Maintenant, comme toujours, il faut trouver les bons fits là-dedans, mais il y en a. Puis on a parlé beaucoup de problèmes, mais je ne veux vraiment pas que vous partiez déprimés ici. Là, il y a plein de belles choses qui se passent. Tout à fait. Et InPower, de votre côté, vous avez quand même une expérience commerciale. Comment revalorisez-vous les données du réel pour vos systèmes? Premièrement, l'adaptation. Moi, je dis qu'encore, nous autres, ça fait 7 ans qu'on existe, puis on bâtit l'avion en volant. Encore. On a des hublots maintenant, au moins, là, mais on bâtit en volant. Puis, il y a un pilote ou... Oui, géré par l'IA. ChatGPT. ChatGPT. J'ai un petit exemple sur ChatGPT, par exemple. Mais un peu ce que tu disais, nous autres, la COVID, c'est sûr que ça a été un step up pour notre organisation parce que là, on va peut-être santé mieux-être. Mais là, le deuxième coup de pouce qu'on vient d'avoir, c'est la nouvelle loi 27
la nouvelle norme de la loi santé et sécurité au travail, la modernisation, qui oblige maintenant toutes les entreprises de 20 employés et plus d'identifier les facteurs de risque psychosociaux, là, la surcharge de travail, harcèlement, reconnaissance et tout, et de créer des plans d'action. Mais nous, on peut faire des corrélations avec nos indicateurs de bien-être et les facteurs de risque. Et là, adaptation rapide. Bon, c'est sûr qu'on ne se mettra pas à vendre des hot dogs demain, là, quand je parle d'adaptation, mais c'est, là, ça va vraiment stepper up. Puis la dernière chose, je pense que c'est toi, Simon, c'était, oui, il faut croire en ce qu'on fait, puis il faut le montrer. Puis, tu sais, nous, on avait beaucoup de data. Pour donner un exemple, pour une entreprise, faire un rapport mensuel, ça prenait 3 jours pleins de notre spécialiste en santé mieux-être à regarder, l'analyser le data, d'en faire un rapport, puis de l'interprétation, puis elle ne passait pas à travers tout le data, c'était trop long, ça prenait 3 jours. On a fait des tests avec ChatGPT, certains algorithmes, voir comment est-ce qu'on pourrait optimiser ça, ça prenait 8 heures. Et là, on a travaillé un projet qui vient d'être livré, maintenant on pèse un bouton, ça prend 1 seconde et quart, parce que, puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on crée nos bases de données, tout est fait pour créer des algorithmes qui vont trouver des patterns là, pour aller plus loin. Mais là, quand on montre un rapport à quelqu'un, là, eh my God, là, ça change tout. Là, c'est pas juste « Ah, t'es en santé, mieux-être ». Là, tu dis « Oui, mais c'est ça qu'on fait. » Oh boy, là, on est rendu là. On voit la valeur. On voit la valeur, oui. Justement, parlant de données, Real World Data, on a un spécialiste du machine learning avec nous. Qu'est-ce que le marché technologique permet maintenant qui ne permettait pas il y a 5 ans et qui permettrait peut-être d'inspirer les gens à développer des solutions? Ben, comme la majorité des startups, on reprend des données de open source, des données publiques. Après, on fait le fine-tuning à la fin pour mieux contextualiser les données ou les modèles pour certaines tâches spécifiques. Donc, pour arriver à la validation scientifique à la fin, il faut vraiment toucher le produit en termes d'un point de vue professionnel. Donc, c'est vraiment, on a bien adapté les données publiques avec nos contextes réels. Là, on va voir des résultats concrets avec les professionnels ou les utilisateurs et on passe vers la validation à la fin pour valider le produit. Excellent. Puis probablement, en fait, comme les bonnes pratiques le demandent aussi, continuellement valider que l'impact clinique de la solution est atteinte, évidemment. C'est super. Hey, merci beaucoup. Hein, j'ai envie qu'on les applaudisse. Puis, si jamais vous voulez envoyer des messages de haine aux panélistes, venez me voir, je vais vous donner leur numéro de téléphone.